Du coup, je regrette pas. Est-ce que je vois ma vie aux États-Unis? Non. Est-ce que je la vois en France? Non. Du coup, je crois que je vais devoir créer mon propre pays. Allez. Pourquoi tu la vois pas aux US? Parce que j'avais eu des arrêts maladie en France, j'ai eu des arrêts maladie aux États-Unis. C'est pas exactement la même chose quand même. Mon arrêt maladie était de pratiquement 2 mois. Ça a pris énormément de temps parce qu'ils ont dû couper les abdos. Je pense que pour une césarienne plus normale, c'est peut-être moins de temps, mais du coup, j'en sais rien, donc je ne sais pas. Mais du coup, c'était 2 mois, donc c'était long, et j'avais quand même la RH qui m'appelait en disant bon bah du coup, on va utiliser tes vacances et tes sick days, mais après t'auras plus de vacances et de sick days, donc qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux qu'on continue à utiliser tes vacances ou est-ce qu'on te met sur comment ça s'appelle, genre short-term disability ou long-term disability ou whatever it is. Mais t'es moins bien payé. Je fais bon bah écoutez, je vais peut-être retourner travailler de la maison quoi. Et du coup, je reviens de travailler de la maison. Je suis revenue avec un mois, je crois, à peu près un mois en avance. Parce que je voulais pas que j'utilise mes vacances. C'est hyper humain comme système. Mais je serais ravie d'aller parler aux gens pour leur expliquer comment ça se passe autre part, parce que... La résilience, ce n'est pas ce que vous endurez, mais c'est comment vous vous relevez après. Cette citation de l'auteure américaine Elizabeth Edwards résonne tout particulièrement avec l'histoire de la French expat de la semaine, Deborah Krantz. L'histoire de Deborah se passe entre la France et New York. Dans ce nouvel épisode de French Expat, Deborah dévoile sa force intérieure et sa résilience face à des épreuves plutôt difficiles, et notamment la découverte de la sclérose en plaques, dont elle nous parlait dans le premier épisode, et d'un diagnostic de cancer ovarien précoce. Son récit met en lumière les obstacles qu'elle a dû surmonter pour obtenir un diagnostic précis et un suivi médical approprié, notamment aux États-Unis où les défis liés à l'assurance maladie sont assez importants. Malgré tout, Deborah fait des choix audacieux. Elle décide de quitter son emploi en France, elle déménage à New York, une ville qu'elle avait quittée au tout début de la pandémie en 2020. Elle jongle avec les aléas du marché du travail, les complications de la vie quotidienne, les rebondissements inattendus qui font notre quotidien finalement. Et malgré tout ça, Deborah, elle trouve la force de continuer à avancer. Elle nous exprime aujourd'hui sa détermination à recréer sa vie aux États-Unis sans aucun regret. Le témoignage de Deborah vous offre des leçons précieuses sur la force intérieure, la persévérance et l'importance de l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir notre travail, abonnez-vous sur frenchmorning.com. Allez, c'est parti, direction New York. Bonjour, je m'appelle Deborah, j'habite à New York depuis un peu plus d'1 an et j'ai grandi en France, mais mon rêve c'est de vivre dans plusieurs autres pays qui ne sont pas la France. Même si peut-être un jour je rentrerai en France parce qu'on trouve du jambon de Paris là-bas. Oui, c'est oddly spécifique hein, comme on dit. Non mais j'ai des pulsions, depuis que je suis partie aux États-Unis, j'ai des pulsions qui sont genre... mais je suis pas enceinte, hein, c'est pas la question, mais c'est juste que genre... Ouais, c'est jambon de Paris quoi. D'accord. Quand mon mec est rentré à Paris... il y a pas longtemps, il revenait, je lui dis j'ai besoin que tu me ramènes 2 trucs. Juste, je t'en supplie 2 trucs. Du jambon de Paris et des kiris. La voix de Deborah vous dira peut-être quelque chose, parce qu'en fait, elle est déjà passée à mon micro il y a quelques années. Elle nous racontait son retour en catastrophe. Je crois même que c'était le titre de l'épisode pendant le Covid. Oh, peut-être, ouais. Tu t'en souviens de tout ça, j'imagine ? Oui, j'ai réécouté parce que je me suis dit que je devais avoir l'air vachement aigrie pendant tout l'épisode. Donc je me suis dit, je vais écouter pour voir ce que ça donne. Pourquoi aigrie ? Parce que c'était la période du Covid. Et puis... Il y avait beaucoup d'inconnus en même temps à ce moment-là. Beaucoup d'inconnus, mais il y avait... En plus, c'était en 2 parties. Donc il y avait le retour en catastrophe où je pouvais pas ouvrir un compte en banque. Enfin, c'était le bordel. Et il y avait le retour aussi où on s'est parlé, je crois, 6 mois plus tard, où je venais d'avoir... le diagnostic de sclérose en plaques. Donc je me suis dit que genre c'était pas une
C'était pas l'épisode le plus feel good? Non. Non, j'ai fait mieux. Je pourrais faire mieux. Ouais. À chaque fois qu'on se parle, on va essayer de, tu vois, de step it up. Je vous propose qu'on remette un petit peu les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, Déborah me parle de New York. Mais quand je lui ai parlé pour la toute première fois en 2020, elle quittait New York. En fait, elle a vécu entre la Californie et New York avec son ex-mari, Kevin. Et puis un jour, lors d'un voyage en France, elle s'est demandé « Mais qu'est-ce que je fais ? Pourquoi est-ce que je continue à repartir si loin ? Les au revoir sont si difficiles. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer en France. » Cette prise de conscience, elle l'a eue donc en septembre 2019. Sauf que vous voyez le truc arriver de loin. Quelques mois après arrive la pandémie. Et là, les démarches du déménagement étant en cours, elle a dû accélérer. Elle a dû passer un petit peu la seconde. Et ils sont partis littéralement en catastrophe. Je crois même que c'était le titre de l'épisode de l'époque, en mars 2020. On l'avait retrouvée donc pendant cet épisode, dans lequel elle nous racontait les péripéties qui l'ont menée finalement à rentrer. Un retour pas évident, aussi bien logistiquement qu'émotionnellement. Et l'épisode se terminait à Boulogne, dans l'appartement que elle et son ex-mari avaient trouvé. Et à l'époque, elle venait d'être diagnostiquée d'une sclérose en plaques. Une année 2020 donc plutôt chargée. Notre quotidien était hyper rythmé par la politique française en fait. Donc c'est confinement et puis après confinement et puis après t'as le droit d'aller dans le commerce mais pas tous et c'était un peu le bordel. Et puis c'était compliqué parce que dans ma tête et je pense dans la tête de Kevin aussi quand on s'est dit qu'on allait rentrer, ça allait être on va voir tous nos amis, on va pouvoir passer du temps avec eux et puis en fait non pas du tout. Donc ça a été tout était stop and go parce que on Sachant déconfine. Que pour ceux qui n'avaient pas écouté, vous n'êtes pas rentré du fait du Covid, vous êtes rentré parce que tu as eu cet appel ce cri du cœur un peu lors de ton dernier déplacement en France qui était mais pourquoi est-ce que je rentre aux États-Unis quoi, tu trouvais plus vraiment de sens en fait à ta vie aux US. Oui, on avait pris la décision en septembre 2019. Donc le Covid, enfin je savais pas ce que c'était une pandémie quoi, enfin sauf la grippe espagnole là, mais c'était tellement lointain que j'étais genre Puis après quand il y a le Covid qui est arrivé, je pense que j'ai eu un peu la réaction de tout le monde, je dis oh c'est une grippe, ça va, je sais pas pourquoi ils sont tous drama à fermer Broadway. Tout va bien se passer. Puis voilà. Et du coup en arrivant, c'était un peu le désenchantement de qu'est-ce qu'on fait là? Et puis en plus, je sais pas comment on dit ça en anglais, mais en français, mais the grass is always greener. Donc moi, dans ma tête, j'étais très genre en mode, mais je suis bloquée ici, on peut rien faire, je suis sûre qu'à New York, ils font trop de trucs et c'est trop bien. Non. Ça a toujours l'air mieux chez les voisins, quoi. Voilà, exactement. C'était pas tout ça. C'est toujours mieux chez les voisins. Et du coup, j'avais les amis à New York qui me disaient, non mais c'est horrible, on peut rien faire, on peut pas sortir de chez nous, on peut pas faire ça. Je fais, oui, mais moi c'est pire. Donc en fait, pas du tout. Ouais. Je pense que tout le monde en a chié de base. Bien sûr. Donc du coup, vous rentrez, c'est compliqué. Il y a un moment où, comme pour tout le monde, finalement, ça se calme. Et à ce moment-là, du coup, vous en êtes où de votre vie ? Tu veux nous reparler de ton diagnostic à l'époque ? C'était en août 2020. On avait pris des vacances pour aller dans le sud de la France avec mon meilleur ami et une amie à lui. Donc on était tous les quatre avec le chien. Il faisait une chaleur à crever, mais c'était trop bien. On était partis à Avignon, etc. Donc trop cool. Et j'avais encore des petits problèmes genre au niveau neurologique, genre j'avais des fourmillements dans les pieds, des trucs à la con comme ça, mais bon, c'est pas grave. Et au fur et à mesure, ça a commencé à être un peu plus bizarre parce que j'avais des fourmillements dans les deux doigts de ma main droite uniquement. Et après, dès que je posais quelque chose sur mon avant-bras droit, peu importe la surface, j'avais l'impression que c'était trempé, que mon bras était dans une piscine. Et du coup, je suis allée voir mon médecin en disant oui, j'ai des problèmes. J'ai eu de la chance, il était là en août. J'ai des petits problèmes neurologiques. Enfin, je savais pas que c'était neurologique, mais j'ai des petits problèmes parce que j'ai une carence en vitamine B12 parce que j'avais eu déjà des problèmes comme ça à New York, mais ils m'ont dit que c'était du B12. Et il dit ok, moi je vais te donner du B12, on va faire une prise de sang pour voir ce qui se passe et je vais te prescrire un IRM. Comme ça, on est sûr que c'est vraiment le B12. Je fais ok, très cool. Et du coup, je reçois
la prise de sang qui montre un niveau hyper élevé de B12 quand je suis dans la salle d'attente pour prendre l'IRM. Et du coup, j'ai passé l'entière expérience de l'IRM en pensant, mais qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air trop cool. Parce que je suis passée tout de suite dans genre medical mystery. C'est genre, tu sais, comme dans les trucs à la télé. Il manquait juste Dr House pour venir écrire plein de trucs sur le tableau pour essayer de trouver de quoi Exactement. Du coup, moi, le tableau, il était dans ma tête. Et du coup, je me suis fait tout un film. Long story short, c'est devenu de pire en pire. Le médecin qui allait revoir les examens de l'IRM cérébral m'a demandé de m'asseoir. Il m'a dit, je lui ai dit, bah non, enfin, je vais être là 2 minutes. Enfin, j'ai des trucs à faire. Là, j'ai une énigme sur laquelle je dois me pencher. Et il m'a dit, non, mais asseyez-vous, surtout que, clairement, vous pouvez pas rester debout, quoi. Enfin, j'avais des problèmes de balance. D'équilibre. Vertige, mais aussi l'équilibre. Et puis, il me dit, voilà, votre IRM. Je fais, ok, cool. Mais je sais pas lire un IRM, mais comme je t'ai dit, malgré le fait que, genre, je peux solve toutes les énigmes médicales qui existent, je n'ai pas fait médecine, donc je ne sais pas comment lire un IRM. Et il m'a dit, toutes les taches blanches, ce sont des lésions actives. Et donc là, je commence à être en mode, peut-être que c'est le Covid. Parce que c'est août 2020, donc au niveau connaissance, on est assez limite. Et il dit, ça pourrait être, mais il y a des cicatrices aussi, donc c'est probablement pas ça, du coup. Donc ça date de plus longtemps, quoi. Ça date d'il y a plus longtemps. Donc je fais ok, cool. Et il m'a dit, faut que vous alliez voir votre généraliste pour qu'il vous mette en contact avec un neurologue. Et puis je me rends compte que mon généraliste est en vacances. Mais c'était une expérience qui était assez bizarre parce qu'il m'a dit, est-ce que vous avez des problèmes au niveau de vision? Et je lui dis, bah non. Et il dit, bah si. Je fais, bah, non. Il fait, mais vous avez rien? Je fais, non. Il fait, vous avez une énorme lésion au niveau de votre nerf optique droit. Donc, est-ce que vous avez des points ou genre des petites zones qui sont pas de la même couleur ou je fais non. Et il voulait, j'ai dû répéter non. Ah non, pas du tout. Bref, mon généraliste est pas là, donc je me suis dit bon, je vais attendre. Et il m'a dit il faut aller voir un neurologue en urgence. Je fais oui, je sais, mais genre quand j'ai essayé d'appeler des neurologues, ils voulaient pas me prendre parce que j'ai pas une note de mon généraliste, donc j'attends. Il dit oui, mais il faut vraiment le faire. Je fais oui, mais je peux pas aller plus vite. Je ne sais pas où je vais pas aller. Je ne sais pas où est mon généraliste, donc je vais pas aller le voir en vacances. Les choses se précipitent un peu parce que 2 jours plus tard, je me retrouve dans l'appartement avec Kevin et j'ai des vertiges qui sont vraiment vraiment violents. J'en deviens physiquement malade. Mais d'un coup, enfin, j'avais mangé, T'avais jamais eu ça? Non, j'avais jamais eu ça. Enfin, ça m'arrive d'avoir la nausée et d'être malade, mais pas la nausée parce que j'ai des vertiges et parce que j'ai la tête qui tourne. Et du coup, je commence à être malade sur le canapé et dans le salon. Je dis ok, je vais aller me doucher parce que évidemment avec mes cheveux etc c'est le bordel. Et du coup, je me lève pour me doucher et je tombe par terre. Là, il me dit bon bah assis-toi et catch your breath, genre assis-toi, pose-toi, reprends tes esprits et puis on réessaye. Je réessaye. À peu près le même scénario et même le fait d'être assise, j'avais quand même la nausée et je vomissais quand même. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ce serait peut-être bien qu'on fasse quelque chose. Et du coup, il a dit peut-être que je vais appeler SOS médecin. Et je lui ai dit, bah en fait, je suis pas sûre parce que j'avais vomi genre 4 fois en l'espace de genre 2 minutes 30, tu vois. Je me retrouve à l'hôpital, j'ai un médecin qui arrive, j'avais la présence d'esprit de prendre mes IRM et de leur dire voilà ce que j'ai et il dit oui mais on n'est pas il semblerait que vous ayez un problème neurologique mais on va vous donner enfin c'est des urgentistes donc ils veulent c'est pas leur but de donner quoi que ce soit qui serait pour ça. Donc on va vous donner des anti-vomissements et anti-vertiges. Je fais ok, très bien. Ils soignent les symptômes directement, quoi. Exactement. Et du coup, entre-temps, j'avais été en contact avec ma cousine qui travaille à la Pitié-Salpêtrière en urologie. Donc rien à voir en disant est-ce qu'il y a possibilité que tu essayes de parler à quelqu'un au service neurologique pour voir comment ça se passe parce que mon généraliste était en vacances pendant 3 semaines. Mais c'est ouf ça qu'en fait, tant que ton généraliste n'est pas là, tu peux pas aller voir un neuro. Je veux dire, le radiologue, il aurait pu t'y emmener, enfin, il aurait pu t'orienter. Il a essayé et il m'a donné des noms c'est un système étonnant quand même. Oui, j'étais hyper surprise parce que je leur ai dit, mais écoutez, j'ai mes résultats d'IRM, j'ai fait ça, ça et ça, j'ai mes prises de sang, j'ai tout ça. Quel est le problème? Il fait, le problème, c'est que faut que ce soit votre généraliste qui le fait. Et du coup, j'avais beau appeler des services neurologie privés, publics, tout ce que tu veux, il dit bah non, il faut attendre le généraliste.
Je fais, écoutez, on est en plein mois d'août, c'est bien, c'est ouais. top. Et du coup, ma cousine m'a dit, écoute, oui, je peux le faire. J'en ai déjà parlé au service neurologie de la Pitié-Salpêtrière. Ils vont te prioriser. Te mettre en priorité. Te mettre en priorité dès qu'ils reçoivent une lettre, dès qu'ils reçoivent ton dossier par ton généraliste. Je suis écoutez, great. Elle m'avait dit, par contre, envoie-moi un message si ça empire. Du coup, j'envoie un message à ma cousine en disant, écoute, ce serait peut-être bien qu'on s'active par rapport au neurologue parce que je me suis retrouvée aux urgences. Et elle dit, OK, est-ce que tu peux voir docteur de Paz demain à 9h? Et je lui dis, oui, très bien. Donc, je vais voir le médecin. Il suffit d'un coup d'œil sur l'IRM et de me voir marcher. Il a dit, bon, vous avez une sclérose en plaques. Déjà, faut traiter parce que clairement, ça se calme pas. Donc, vous allez recevoir un coup de téléphone de la Pitié-Salpêtrière, genre à 15h pour vous mettre, pour prendre rendez-vous pour une perfusion pendant 3 jours. Et puis après, vous serez suivi au service neurologique là, que de toute façon, je suis involved. Et puis on y va. Mais c'était cool. Le petit déjeuner était toujours incroyable avec une petite tranche de pain et tout. C'était incroyable. Rentrant des US avec du pain frais français. Grand luxe. Ah non, mais le luxe ultime. Le pain, il était croustillant. Il y avait du beurre et tout. C'était incroyable. Parce que j'ai fait à peu près j'ai pas fait ce traitement-là, mais j'ai fait le traitement de la sclérose en plaques aux US. Ils servent de l'eau. Ils servent de l'eau. C'est hyper gentil quand même. Un retour en France donc particulièrement compliqué pour Déborah et pour son mari, Kevin. Entre la pandémie, qu'on a tous connue, peu importe où on était sur la planète, et ces crises qui l'amènent au diagnostic de cette sclérose en plaques, on peut dire que le retour n'a pas été de tout repos. Avec la découverte de ce diagnostic, Déborah doit faire particulièrement attention. Tout d'abord, elle devient travailleur handicapé, ce qui nécessite quelques aménagements, et elle doit se préserver à tout prix du stress, le stress étant un facteur aggravant des crises qu'elle subit d'un point de vue neurologique. Sauf que, bien entendu, rien ne se passe comme prévu. À ce moment-là, son couple bat de l'aile. Kevin et Déborah se respectent profondément, mais Déborah se rend compte que l'un comme l'autre sont misérables ensemble. Alors, comme si tout cela n'était pas suffisant, Déborah entame une procédure de divorce. On n'était plus heureux ensemble. On était très heureux pendant hyper longtemps et c'est un homme incroyable et je regrette absolument rien. Mais juste tous les deux ensemble, on était misérables. Donc j'ai décidé de faire ça et de divorcer. Et puis après, c'était en mode, ça sert à rien que je reste en France en fait. Et du coup, en fait, les raisons pour lesquelles tu étais rentrée en France n'avaient plus de sens pour toi à ce moment-là ? Ça faisait déjà un bout de temps qu'elles avaient plus de sens en fait. Parce que, en fait, dès que je suis rentrée, j'étais en mode, je suis rentrée dans un contexte hyper particulier et puis après, j'avais dit à Kevin, mais faut qu'on rentre à New York, c'est mieux là-bas. Et il m'a dit, non, mais c'est le Covid, ça veut rien dire, attends 6 mois. Et puis, j'attendais 6 mois. Et puis, faut qu'on rentre, ça va pas. Oui, mais attends 6 mois de plus, tu vas t'y faire, etc. Non, mais attends 6 mois. Bref. Au final, Kevin et moi, on s'est séparés parce que de toute façon, j'étais malheureuse avec lui et lui, il était malheureux avec moi, donc ça servait à pas grand-chose qu'on continue à essayer. On allait voir une thérapie de couple, etc. Et du coup, j'étais allez, on se sépare. Et puis après, je l'ai aidé pour trouver un appartement, pour que au moins on mette un peu de distance entre nous, mais c'était vraiment séparation. Et du coup, après, j'organise le déménagement pour rentrer à New York avec Henry. Vous l'aurez compris, Déborah n'a pas peur de grand-chose, on dirait. Le divorce prononcé, la voilà qui se met donc en route pour New York. Si vous vous rappelez, dans l'épisode numéro 1 qu'on avait enregistré ensemble en 2020, ses parents habitent dans le Connecticut, un des États voisins de New York, et donc pas très très loin de la ville de New York City. Moi, naïvement, je pensais qu'elle avait aussi besoin de se rapprocher de sa famille, dans cette période difficile. On le rappelle, elle a vécu un divorce, un diagnostic pas évident.
Mais non, elle m'avoue que pas particulièrement et qu'au contraire, ses parents l'encourageaient même à rester en France puisque, avec une maladie chronique, le système de santé est quand même particulièrement bien fait et lui permet de se faire soigner de manière très humaine et sans se ruiner. Pourtant, Déborah est déterminée et la revoilà dans la ville qui ne dort jamais. Parce que après j'étais reconnue comme ayant une maladie chronique, donc au niveau de la sécurité sociale, quand j'avais besoin d'aller à l'hôpital, je pouvais organiser un taxi qui m'emmenait et qui retournait gratuitement, enfin aux frais des impôts évidemment, mais c'est un luxe. C'est un luxe de malade. C'est incroyable. Il n'y a pas ça ici. Et du coup, c'était un peu... et puis en plus, il savait que j'ai un très bon neurologue parce qu'il était reconnu et qu'il était recommandé, etc. Donc c'était un peu genre... je sais pas trop. Et puis après, je fais non, mais en fait, il faut que je rentre. Et du coup, j'ai pris contact avec ma collègue en disant le seul problème, c'est que j'ai peur de pas pouvoir continuer mon traitement. Ma collègue qui a une sclérose en plaques, j'ai peur de pas pouvoir continuer mon traitement parce que ça a commencé en France et que l'assurance va jamais te dire oui pour couvrir ça parce que c'est un des traitements qui est hyper cher où tu as besoin de prior authorization, etc. Elle dit en fait, si tu prouves que tu es sous traitement et que tu es stable et que t'as pas d'activité au niveau de ta sclérose en plaques qui est détectée, que t'es pas en crise et que t'es stable, ils peuvent pas te retirer. Et je suis oui, mais je suis con en fait parce que s'ils me retirent, je peux les traîner en justice parce que si ils me disent non, on couvre pas Ocrevus qui est mon traitement et on va te donner du Doliprane à la place. Ouais. Si j'ai quoi que ce soit, je peux leur dire clairement c'est parce que le Doliprane c'est pas approprié. Donc je peux les traîner en justice et puis après ça peut leur coûter cher parce que déjà il faudra payer plusieurs transfusions au niveau pour arrêter la crise, en plus de genre la thérapie physique, etc., etc. Donc à partir de ce moment-là, j'étais ok, c'est bon, et c'est pour ça que j'avais un peu décalé mon retour de 6 mois, comme ça j'avais un peu plus d'évidence que ça faisait 1 an et demi que ça marchait et que fallait pas retirer. D'accord. Fallait pas retirer les choses. Ok. Donc t'es quand même pas partie du jour au lendemain, quoi. Non, je suis pas partie du jour au lendemain. Je suis partie à peu près 1 an après ma séparation avec Kevin. Et du coup, Kevin m'avait tout de suite dit tu prends le chien parce que t'en as plus de besoin que moi. Et du coup, retour aux États-Unis avec une prise de rendez-vous avec un neurologue que ma collègue m'avait contacté, qui est incroyable. Et puis la vie reprend doucement. Donc du coup, tu te mets en route pour repartir à New York. T'as quoi comme objectif en fait à ce moment-là ? Donc tu prends les devants pour t'assurer que ta maladie, que tu vas être suivi médicalement et bien, etc. Oui. Mais le reste, en fait, tu rentres avec quoi comme objectif ? Tu peux retransférer dans ta boîte aux États-Unis ou non. Non. Comment ça se passe ? Non, enfin, j'ai pas essayé. Peut-être en fait, je sais pas. J'ai pas essayé. La boîte en France m'avait un peu foutu la misère. En fait, parce que, ok, quand je travaillais là-bas, ça faisait genre 1 an et quelques peut-être. Je suis pas sûre. Honnêtement, au niveau des dates, je suis un peu. Non, ça faisait genre 6 mois et quelques que je travaillais là-bas. Et il y a eu ou 1 an et demi. Bref, on s'en fout, c'est pas grave. Mais ça faisait quelques mois que je travaillais là-bas. Mon CDI était validé, etc. Et il y a eu un change of leadership, mais j'étais pas hyper confiante de ce qui se passait. En plus, je me faisais enchaîner de boulot. Et vu que genre ça prenait des directions qui étaient un peu bizarres au niveau de qui reste, qui on va essayer de jarter, comment est-ce qu'on fait pour les jarter, etc. J'étais en mode, je vais peut-être montrer mon certificat de travailleur handicapé. C'était déjà prévu, en fait. Au départ, j'allais juste donner ma notice et partir un peu genre ma démission et partir un peu genre allez, bisous. Mais du coup, j'ai pas fait ça parce que j'ai pas eu besoin, parce que il y avait déjà eu des rumeurs que va y avoir une rupture conventionnelle collective, parce que tu sais comment ça se passe dans les agences où il y a un CSE. Du coup, j'étais déjà au courant. Et du coup, j'ai pris ça et puis après je suis partie 3 semaines avec Henry à Amsterdam. Et puis après je suis partie je crois 2 jours plus tard ou 3 jours plus tard pour l'aéroport avec le chien, et mon père est venu me chercher à JFK et ils m'ont accueilli chez eux dans le Connecticut le temps que je trouve un boulot, etc.
Aujourd'hui, tu ne vis pas toute seule à New York, il me semble. Non, je vais pas toute seule. J'avais commencé ma vie seule, hein, genre célibataire, tout va bien se passer, et j'avais trouvé un appartement sur la 5e avenue, mais à Harlem. Donc avant que tu t'imagines le truc de malade avec Tiffany Co en bas et la vie de rêve, non. Mon appartement était très bien, sauf que tu te dis 5e avenue, tu vas avoir une vue sur Central Park. Alors oui, mais non, j'avais une vue sur un mur en face. Ouais. Évidemment. Mais écoute, au niveau de genre, je pouvais marcher à poil devant mes fenêtres, il y avait personne qui me voyait au moins. Zéro vis-à-vis, c'est bien. Ah ouais, c'était incroyable. J'avais un vis-à-vis qui était tellement près que genre, tu sais, il y a des gens qui payent pour mettre des barrières avec les bambous et tout pour avoir pour avoir un espace vraiment privé. Oui. Moi, j'avais ça déjà tout intégré. Donc c'est fabuleux. Et puis très bizarrement, j'ai quelqu'un qui s'appelle Alexis qui visite mon profil sur LinkedIn et je me dis putain mais ça me dit quelque chose ce nom. Et je vois qu'il habite à Amsterdam, ville de prédilection, ville où je voulais habiter. Et je lui envoie un message en disant putain trop cool, t'habites à Amsterdam, qu'est-ce que tu fous là? Entre-temps, je savais absolument pas, j'avais du mal à le positionner. Après, je me suis rendu compte qu'on était en 6e ensemble. Lui déménage à Paris à New York pas longtemps après. Et du coup, on a commencé à sortir ensemble assez rapidement. Et puis là, j'habite avec lui. D'accord, ok. Mais il est pas là. Donc c'est le bon moment, I can talk shit. Comment se passe du coup ta vie new-yorkaise là du coup? Donc ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi que t'es rentrée? 1 an et des brouettes. Écoute, assez bien, mais un peu chaotique, un peu au niveau du boulot, parce que tu sais comment ça se passe, il y a eu des layoffs à peu près partout dans toutes les industries. Et du coup, les gens sont un peu genre à tâtons. Donc, c'est un peu le bordel par rapport à ça. Au niveau santé, je peux pas... J'ai oublié un détail très important. J'ai dit, je peux pas me plaindre au niveau santé. Sauf que on n'a pas encore parlé de ma petite opération que j'ai eue en août. Tout allait bien. C'était l'été, donc j'étais au top. Et puis, je me rends compte... quand Alexis revient, il était beaucoup trop gentil pour dire quoi que ce soit, mais il était parti genre 2 semaines. Et quand il rentre, je me vois visiblement plus gonflée au niveau de l'estomac. Et je m'inquiète pas trop parce que je me dis je suis ballonnée. Je suis ballonnée. C'est con mais je suis ballonnée. Et du coup quand on s'assoit pour dîner le lendemain ou quelque chose après qu'il rentre, je me rends compte que genre mon estomac se remplit beaucoup plus rapidement. Genre je bouffe quelques bouts de pineapple, d'ananas parce que c'était été avec du fromage parce que j'aime bien les deux ensemble. Et que rien que ça me remplit, ça me blinde, je peux plus rien manger. Et là je me dis putain mais je suis quand même hyper ballonnée pour que ça fasse ça. Du coup je vais voir, j'ai pris un rendez-vous avec un médecin lambda. Parce que je me dis j'ai quand même un peu j'ai pas mal au ventre mais juste je me sens vraiment vraiment ballonnée. Et du coup je vais vers le médecin, je lui dis et puis c'est un médecin qui était tout près donc j'y vais en marchant et tout. Et je commence à être un peu stressée parce que je me dis putain mais il me connaît pas, je vais devoir lui parler des scores en plaques, bref. Et du coup je vais vers le médecin et il dit pourquoi vous êtes là? Je suis hyper ballonnée. Il fait ok, je vais regarder ça. Et il fait la technique de genre, il tape sur le ventre pour écouter ce que c'est. Et puis après, il commence à masser, etc. Il dit, est-ce que ça vous fait mal? Je dis non, c'est juste, c'est pas hyper agréable de se faire masser l'estomac, mais bon, dans la grande ligne, non, ça me dérange pas. Et là, il dit, il fait, écoutez ça. Et du coup, il tape, et donc j'entends un bruit que je peux pas décrire. Et puis après, il tape autre part dans mon corps et il dit, et ça, est-ce que le bruit est différent? Je fais oui. Il dit, ok, donc ce bruit-là, quand il tape autre part dans mon corps, c'est de l'air. Ça, c'est pas de l'air. Je fais, ok, du coup, c'est quoi? Il fait, je sais pas, mais je vais vous prendre rendez-vous en urgence pour faire une échographie. Je fais, ok. Du coup, je fais l'échographie un matin, j'y vais et je pense que tu as déjà fait des rendez-vous médicaux aux États-Unis, ils te disent rien.
Et du coup, j'essaie d'avoir un peu d'informations. Il y a personne qui me dit rien. Il dit, il faut attendre. Surtout les techs, c'est tant que c'est pas le médecin. Ah non, mais ils veulent rien dire. Ils se prononcent sur rien du tout. Ah non, mais rien, quoi. Tu sais, je fais l'échographie et il fait l'échographie. Le mec, je me doute qu'il a quand même vu pas mal de personnes qui font une échographie. Il est dans un service qui fait ça et j'ai vu la salle d'attente. Il y avait énormément de femmes. Ils ont pas le droit de dire quoi que ce soit. Donc je regarde, je fais, c'est bon, tout semble normal. Il fait, oui, très bien. Ben non, pas très bien. En fait, j'avais vu le médecin un samedi après-midi. J'avais pris rendez-vous avec lui un mardi midi. Parce que je me suis dit, le temps qu'ils aient les résultats, vu que c'est fait en urgence, j'ai le temps. Du coup, je vais dans le truc médical. Je fais, est-ce que vous avez les résultats? Il fait, oui, mais j'ai pas eu le temps de les lire. Donne-moi 5 minutes. Je fais, ok, très bien. Et du coup, il revient et il me dit, bon, on va devoir continuer à voir ce qui se passe. Je fais, ok. Il dit, il y a une tumeur de 20 centimètres. Où ça, alors, dans le ventre? Pour l'instant, c'est pas exactement. Ils disent lower abdomen. Ok, great. J'imagine que là, c'est le gros choc quand même. Bah là, c'est le gros choc parce que en fait, il m'avait déjà ambiancé pendant le premier rendez-vous médical en disant, ça me rappelle l'histoire d'une femme, d'une amie à moi qui avait les symptômes à peu près qui sont les vôtres, mais en fait, c'était causé par un cancer de l'utérus. Je sais, bah écoutez, merci, bonne journée. Super. Ouais. Et ouais, genre ils te disent rien, mais ils te disent quand même un peu trop, quoi, parce que ça, sans un diagnostic, c'est hyper anxiogène, quoi. Bah surtout que j'ai un historique de cancer dans ma famille, donc j'étais en mode bon bah écoutez, c'est fabuleux. Mais j'étais en mode je dis ça maintenant, mais à mon avis j'étais stressée comme une folle. Mais dans ma tête, maintenant en regardant, j'étais genre en mode easy peasy, enfin tu vois genre il y a pas de raison de stresser. Et puis ça se trouve je suis vraiment juste ballonnée et puis c'est tout quoi. Et juste le traitement, le médecin sert à rien, il sait pas de quoi il parle. Du coup, non, parce que j'avais une tumeur et il commence à essayer d'organiser un IRM. À ce moment-là, vu que je suis suivie à Mount Sinai au niveau neurologie, je dis il faut que je passe à Mount Sinai. Il faut que je réapatrie tout pour aller à Mount Sinai parce que lui, c'était pas mon généraliste, c'était juste un médecin que j'avais trouvé sur l'équivalent de Doctolib. Donc c'était pas et du coup, je prends rendez-vous une semaine plus tard pour voir un médecin à Mount Sinai pour Establish Care où je donne mon compte rendu de ce qui s'est passé par rapport à l'échographie. Et je lui dis j'ai un IRM samedi. Sauf que Mount Sinai en fait tout est centralisé en fait. Donc elle a accès à ce que j'ai fait avec mon service neurologie, elle a accès à tout. Ouais, je dis voilà. Donc c'est samedi. Elle fait OK cool. Bah du coup, on reparle peut-être lundi après-midi, comme ça j'aurai peut-être des résultats préliminaires. Et je fais OK, très bien. Donc l'IRM est fait à Mount Sinai et la tech est en mode vous pouvez pas partir tout de suite. Je fais OK, il dit parce que je suis en train de voir avec le médecin parce qu'il y a possibilité peut-être que faut faire des examens en plus. Je fais OK, ça paraît hyper cool, mais j'ai quand même un show sur Broadway à aller voir. Donc c'est pas que j'ai pas le temps. Priorité. En plus c'était Alexis qui m'avait acheté des tickets pour aller voir Back to the Future pour mon anniversaire. Et du coup, je lui dis il faut vraiment que je parte. Je vais vous donner mon numéro de téléphone portable. S'il y a besoin, envoyez-moi un texto et je reviendrai. Après le show. Quand j'y pense maintenant, je dis putain, mais genre vraiment, je suis une dingue. Et vu qu'elle m'a jamais texté, je me dis bon bah très bien, tout va bien se passer. Et du coup, j'avais rendez-vous avec ma généraliste lundi à genre 14h30 et je reçois un coup de téléphone d'elle à 9h du matin. Et Alexis était en train de préparer sa valise parce qu'il fallait qu'il aille à l'aéroport quelques heures plus tard. Et du coup, je me dis mais on se parle maintenant. Elle fait bah ça m'arrangerait. Et je fais bon. Elle dit OK. Donc les résultats sont pas finalisés, mais il y a quelques problèmes. La tumeur est beaucoup plus grosse que 20 centimètres parce que elle est à 25 par 18 par 9 et quelques. Enfin, c'est très très gros. Et c'est centimètres, évidemment. Et du coup, je vous ai mis en relation avec un médecin dans Mount Sinai qui est chirurgien gynécologique parce que on ne trouve pas votre ovaire droit. Bref, il va vous appeler
faites en sorte d'être là quand il peut vous voir. Je fais ok, très bien. Tu me crois que j'arrive chez le gynécologue. Alexis était parti, il m'a dit est-ce que tu peux demander à ton père de venir avec toi? Comme ça, t'es pas seul chez le médecin. Je fais ok, cool. Donc je demande à mon père de venir, il fait ok, pas de problème. Donc je rejoins mon père à Mount Sinai, devant Mount Sinai, il fait ah ouais, t'as vraiment l'air enceinte quand même. Je fais oui, je sais, je suis pas enceinte. Il y a quelque chose qui fait à peu près la taille d'un bébé, mais je suis pas enceinte. Et donc j'arrive chez le médecin gynécologique et pendant que je suis installée avec les jambes à l'air, enfin tu t'es déjà allé chez le gynéco, donc tu sais comment ça se passe. Il reçoit un coup de téléphone sur son numéro de portable et j'ai compris par la façon dont il a répondu en fait il a dit ah bah c'est très bien, elle est là. Et en fait, c'était le chirurgien, pas le chirurgien, mais le médecin qui était en train de finaliser le report de mon IRM qui l'appelait en disant faut que vous voyez Deborah Kranz. Ce à quoi il dit elle est là. Donc il dit c'est le médecin qui est en train de faire l'IRM, donc je vais prendre ça dehors et je reviens tout de suite. Fait bon, pour l'instant c'est pas encore finalisé, mais ça va l'être dans quelques minutes. Long story short, faut opérer. Je sais pas si on devrait attendre pour une opération. Et selon l'image, il y a possibilité que, en fait, il a dit la plupart de la masse, ça a l'air d'être des muqueuses, mucus. Donc ça, donc c'est principalement genre un peu liquide, gélifié, dégueulasse. Mais il y a un amas de cellules qui a l'air bizarre. Et il dit donc c'est peut-être cancer ou c'est peut-être pré-cancer, mais pour l'instant on sait pas. Après on verra quand on opère. Il me donne rendez-vous 10 jours plus tard pour faire l'opération. Moi, je suis en mode, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Il m'a dit qu'il allait faire l'opération avec un de ses collègues qui est oncologue. Et tout ce que je sais, c'est que je vais être coupée de haut en bas. Mais je sais pas combien de temps je vais être à l'hôpital, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas ce que je devrais ramener à l'hôpital, vraiment j'étais dans le flou, je savais même pas où je devais aller si tu veux. Donc j'étais en mode je sais que j'ai rendez-vous le 2 août tôt, mais j'étais dans le flou total. Donc j'étais en mode bon bah il y a un moment il y a quelqu'un qui m'a appelé quoi. À ce moment-là, j'avais décidé pleinement de genre give my body to science en mode de toute façon tout est hors de mon contrôle, donc j'étais pas stressée parce que j'avais rencontré les deux, ils avaient l'air très gentils, très sympas et j'étais vraiment confiante. Du coup, j'ai dormi comme un bébé, je me suis réveillée hyper tôt parce que j'avais rendez-vous hyper tôt dans le Upper West Side. Je me fais opérer, c'était incroyable. Parce que en fait, je m'étais jamais fait opérer en tant qu'adulte. Et vu que je savais pas comment ça allait se passer, j'étais pas du tout stressée parce qu'ils étaient hyper, je sais pas, tout le monde avait l'air hyper content de me voir, hyper gentil. Enfin, tu sais, les hôpitaux américains, quoi. Et à chaque fois, ils disent comment ça va? Je fais, j'ai soif là, et j'ai faim aussi. Même si je mange pas le matin d'habitude, j'ai vraiment faim. Et il dit, on va bientôt vous donner à manger, tout va bien se passer. Et du coup, je rentre, il dit bon bah là le bloc opératoire est prêt, donc on y va. J'avais l'impression il y avait pas 50 personnes, mais il y avait beaucoup de personnes parce qu'il y avait les infirmières, plus l'anesthésiste, les deux chirurgiens, plus tout un protocole de malade. Et puis après, je me réveille. Et puis après, j'arrive dans ma chambre. Il y a Alexis et mon père qui arrivent ensemble. Alexis, vu que mes amis étaient tous au courant de ce qui se passait, était en charge des textos de groupe pour dire à tout le monde tout ce qui se passait, que tout s'est bien passé, etc., qu'il n'a pas eu d'appel en mode faut qu'on enlève tout, donc cool. Le lendemain, je me réveille. J'avais passé une nuit assez horrible parce qu'il y avait la femme à côté de moi qui s'est plainte toute la nuit et qui ne voulait pas prendre ses doses de morphine que moi je n'avais pas et que littéralement j'aurais donné mes Doliprane quoi. Et bref, et du coup les médecins arrivent en disant comment ça va, je fais bah bien, qu'est-ce qui se passe? Il dit bah on a tout enlevé donc on verra ce que la pathologie nous dit, mais tout a l'air à vue d'œil normal. Mais du coup on a dû enlever votre ovaire, on sait pas où il est, donc a priori c'était la masse. Donc on a enlevé ça, on a enlevé la trompe droite et vu qu'on était du côté droit, on a aussi enlevé l'impadice. Je fais great.
Et il dit, est-ce que tout ce que vous avez, si vous voulez partir demain, tout ce que vous avez à faire, c'est pouvoir être debout et aller aux toilettes toute seule et pouvoir faire pipi. Et du coup, je fais du coup, c'est l'heure d'enlever le cathéter. Et c'était vachement plus douloureux que ce que je pensais. Et alors la biopsie après coup, alors ça a donné quoi? Cancer stade 1A. Donc cancer ovarien. Donc c'est cool qu'il l'ait chopé et qu'il l'ait viré. J'ai eu énormément de chance que ce soit de la muqueuse avant que ce soit un cancer. Parce que sinon donc j'ai eu une chance de malade. Et il a dit vraiment vous avez eu beaucoup de chance parce que d'habitude cancer ovarien, généralement on le chope après que ce soit diversifié au niveau de genre là où ça devrait être. Ça peut être dans l'estomac, ça peut être dans l'utérus, ça peut être n'importe où, mais au niveau il y a pas de symptômes. Enfin, tu sais quand t'as tes règles, de toute façon d'un mois à l'autre, c'est jamais la même chose. En plus, tu rajoutes le fait que j'ai un stérilet hormonal, donc de toute façon, de base, c'est pas exactement comme ça devrait être. Donc, et j'avais pas de symptômes, j'avais pas de douleur, j'avais rien, sauf que je pouvais pas manger parce que j'avais une boule énorme, mais j'avais rien d'autre. Et du coup, j'ai eu énormément de chance que que ça se passe aussi bien. Et tout ce que j'ai eu une cicatrice de 25 cm et beaucoup de douleur et beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo et à rien pouvoir faire. Bon, mieux ça qu'autre chose, écoute, c'est... Oui, non, mais c'est pour ça, j'ai une chance de malade. Alors aujourd'hui, du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? T'en es où? Tu me le disais en off, c'est pas de bol. Tu as perdu ton boulot il y a quelques jours. Est-ce que tu as une idée du coup de à quoi ressemble le futur immédiat chez toi? Retrouver un autre boulot du coup. Je vais essayer de me mettre sous l'assurance d'Alexis, comme ça s'il y a quoi que ce soit, j'ai pas à repayer le out of pocket maximum à chaque fois que tu dois payer quand tu commences une nouvelle assurance. Donc ça, ce serait cool. Et puis de continuer à être en rémission de cancer. C'est tout ce que je demande. c'est pas grand chose. En fait, au niveau de mon esprit, les choses ont pas mal changé parce que je vais continuer. Enfin, là, j'ai pas de boulot, mais genre d'un point de vue général, quand je travaille, je le fais bien et genre je fais attention et je fais pas de la merde et je veux pas faire n'importe quoi. Je le fais bien et je le fais et je le fais proprement, etc. Mais après, ce qui s'est passé, c'est plus genre en mode, écoutez, je vais pas travailler 40 heures de plus dont j'ai besoin par mois alors que je suis pas payée pour, quoi. Et je vais pas me tuer à la tâche. Parce qu'il y a d'autres choses qui veulent essayer de me tuer apparemment, donc autant les laisser faire. Donc reprendre un bon équilibre entre la vie pro et la vie perso. Ouais, un bon équilibre entre la vie pro et la vie perso et surtout des résultats qui sont clean et que je sois squeaky clean de l'intérieur. Ouais. Et alors la suite, là du coup, tu la vois toujours aux États-Unis? Tu regrettes pas ton choix d'être reparti aux US? Non, je regrette pas la façon dont je suis rentrée parce qu'il y a eu beaucoup de choses, mais d'un point de vue général, c'est quand même hyper positif. Et je suis très heureuse ici. Et j'ai aussi eu beaucoup de chance que j'ai pu me faire opérer assez rapidement parce que entre l'IRM et l'opération, c'était 10 jours. En même temps, c'était urgent. Oui, mais dans ma tête, tu vois, genre, c'est ce que la technicienne, quand elle faisait l'IRM, avait essayé de me dire. Mais moi, j'étais en mode, mais non, t'inquiète, tu vas m'envoyer un texto, je reviendrai s'il y a besoin. Du coup, pour moi, c'était pas vraiment urgent, tu vois, parce que le gynécologue m'avait dit, on peut vous opérer pas avant fin août, mais je pense pas qu'on puisse attendre aussi longtemps. Est-ce que jeudi, c'est possible? Je fais, non, enfin, moi, je travaille jeudi. Il fait, non, mais... Mais avec ce que j'ai eu par rapport à la sclérose en plaques en France, je me suis dit qu'en France, ça aurait peut-être pris beaucoup plus de temps. Du coup, je regrette pas. Est-ce que je vois ma vie aux États-Unis? Non. Est-ce que je la vois en France? Non. Du coup, je crois que je vais devoir créer mon propre pays. Allez. Pourquoi tu la vois pas aux US? Parce que j'avais eu des arrêts maladie en France, j'ai eu des arrêts maladie aux États-Unis. C'est pas exactement la même chose quand même. Mon arrêt maladie était de pratiquement 2 mois. Ça a pris énormément de temps parce qu'ils ont dû couper les abdos. Je pense que pour une césarienne plus normale, c'est peut-être moins de temps, mais du coup, j'en sais rien, donc je ne sais pas.
Mais du coup, c'était 2 mois, donc c'était long. Et j'avais quand même la RH qui m'appelait en disant, bon, bah, du coup, on va utiliser tes vacances et tes sick days, mais après, t'auras plus de vacances et de sick days. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux qu'on continue à utiliser tes vacances ou est-ce qu'on te met sur comment ça s'appelle? Genre short-term disability ou long-term disability ou whatever it is. Mais t'es moins bien payé. Je fais bon, bah, écoutez, je vais peut-être retourner travailler de la maison, quoi. Et du coup, je reviens de travailler de la maison. Je suis revenue avec un mois, je crois, à peu près un mois en avance. Ouais. Parce que je voulais pas que j'utilise mes vacances. C'est hyper humain comme système. Il y a du boulot encore là-dessus. Mon Dieu. Mais je serais ravie d'aller parler aux gens pour leur expliquer comment ça se passe autre part, parce que j'ai eu cette conversation avec quelqu'un hier. Il dit, c'est quand même le seul pays développé qui n'a pas de universal healthcare. Ouais. Ouais, non, mais c'est... Et puis, j'ai eu énormément de chance de pouvoir m'y connaître au niveau de, genre, l'assurance, parce que je savais, avant que je sache qu'il y a une tumeur et qu'il allait avoir un cancer, etc., je savais déjà que par rapport à ma sclérose en plaques, je savais qu'il fallait que je prenne l'assurance avec le out-of-pocket maximum le moins élevé. Comme ça, je savais que par an, je payais pas plus que... non, mais je l'ai atteint... la première fois, je l'ai atteint le 18 janvier. Après, manque de bol, j'ai été laid off en mars. Ce qui fait qu'après, j'ai dû reprendre une autre assurance. Là, je l'ai eu, du coup, le jour de mon opération. J'ai atteint le out-of-pocket maximum. Mais compliqué parce que du coup, j'ai dû avoir 2 out-of-pocket maximum de $4,000 plutôt que $8,000 sur la Mais de quoi parle-t-elle? Le out of pocket, en fait, c'est un montant, donc littéralement de notre poche, de la poche du patient, de l'assuré, qui va rester en fait, quoi qu'il arrive, à la charge du patient. Alors, il y a plein de montages différents, mais en gros, il s'agit d'un montant au-delà duquel l'assurance va tout couvrir, ou à peu près. Mais tant qu'on ne l'a pas atteint, il reste énormément de soins à notre charge. Donc, ce que Déborah explique, c'est que quand elle a dû changer d'assurance, elle a dû recontribuer à ce montant de sa poche, out of pocket, ce qui fait que finalement, ça lui a coûté une petite fortune en quelques mois. C'est fabuleux, les États-Unis au niveau de l'assurance, c'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais si t'as pas de problème, c'est fabuleux, c'est bien, t'es bien payé, etc. Mais et puis en plus, vu comment ça a l'air de se groupiller au niveau des élections l'année prochaine, je suis pas hyper... Eh ben écoute, on suivra du coup dans 1 an ou 2, où est-ce que tu seras arrivé? En tout cas, j'espère qu'on te retrouvera en bonne santé. Moi aussi. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses, une bonne santé pour la suite, et puis que tu puisses retrouver un boulot dans lequel tu t'éclates rapidement aussi. Et du coup, on refait le point dans 2 ans. C'est ça. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Déborah de m'avoir fait confiance une nouvelle fois pour me livrer son histoire. Déborah, on te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à venir en parler avec nous sur Instagram, à en parler autour de vous ou encore à nous laisser un petit mot et des étoiles sur Spotify et Apple Podcast par exemple. La semaine prochaine, je vous propose non pas 1, mais 2 témoignages qui vont vous raconter une histoire d'amitié, une histoire assez particulière. Un témoignage croisé, ce genre de témoignage que j'adore. Je vous laisse découvrir un petit extrait. On vit encore dans ce truc de se dire ça doit être possible alors, hein. Toujours ce petit rêve éveillé de se dire attends, parce que nous on attendait que quelqu'un nous claque la porte à la figure, mais il semble pas. J'avais pris des cours d'anglais en arrivant. Ça avait été un petit peu mon but en arrivant. Déjà, pour me trouver quelque chose à faire, parce que quand je suis arrivée, j'avais un visa touristique prolongé de 6 mois, donc je ne pouvais pas travailler. Donc déjà, quand on n'est pas inséré dans le monde du travail, c'est plus dur de rencontrer des gens. Quand on est toute la journée à la maison, on est quand même plutôt isolé, donc c'est pas évident.
Voilà, en attendant mardi prochain, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire. À bientôt.